Je dois dire que sur ce dossier, on a une situation un peu aberrante. Vous avez à longueur de journée les services d'urgence des hôpitaux publics qui hurlent en disant que les libéraux se désengagent de la permanence des soins. Et depuis un an, quand on a dit on mutualise, on était déjà à 85% de l'enveloppe pour eux, 15% pour nous. Ils ont tout fait pour récupérer encore sur l'enveloppe. Et il a fallu se battre avec acharnement pour dire, dans des villes, dans des bassins de population comme Nice ou Marseille, il faut qu'il y ait une ligne publique et une ligne privée, alors qu'ils voulaient que le privé n'ait plus que le week-end. Donc là, vraiment, c'est totalement aberrant, parce qu'au contraire, on a des établissements qui fonctionnent. Et la deuxième aberration, c'est le non-respect par les services de ramassage public de la loi qui dit que même en urgence, le patient a le choix de son établissement et de son praticien. Et on sait qu'on a dû se battre, notamment dans le Nord, en cardiologie. J'avais stigmatisé personnellement Daniel Lenoir, ARS du Nord, sur le fait qu'il voulait supprimer tout accès à la coronagraphie libérale, alors qu'il y a des plateaux techniques efficaces. Donc là, vraiment... Alors le seul, je dirais, bémol, espoir, c'est que, maintenant, il y a des outils informatiques mis par région où on connaît les lits et on suit ce qui va se passer. Et on a la possibilité, quand on a accès à ces outils, de signaler également tous les événements indésirables. J'appelle événements indésirables quand un malade est orienté systématiquement vers une structure publique alors qu'il a son accident face à une structure privée. Donc là, il faut rester vigilant et c'est le rôle des ARS. On va avancer parce qu'on a un tout petit peu de retard. La présentation suivante, c'est donc la disponibilité des médecins spécialistes. C'est le docteur Bernard Morand qui est président du syndicat des rhumatologues. Merci. Bonjour à tous, merci de nous avoir invités. Dans les contre-vérités, il y a également ce problème du médecin spécialiste qui a des conditions confortables de travail et qui est peu disponible. En vérité, quand vous voyez le temps de travail des spécialistes, je crois qu'il est à peu près le même que celui des généralistes, 8 à 10 heures par jour en moyenne, sans oublier toutes les contraintes qui sont dues aux problèmes administratifs qu'il faut également traiter, le courrier, 10 à 14 heures dans certaines spécialités, 45 à 80 heures par semaine en moyenne, 56 heures, et les spécialistes libéraux, donc 2800 heures d'amplitude de travail annuel versus le spécialiste hospitalier, 2200 heures. Participation aux gardes et aux astreintes, on vient d'en parler. Je crois que de nombreux spécialistes, bien sûr les anesthésistes, les obstétriciens, les chirurgiens, la plupart des spécialités qui sont médico-chirurgicales, ophtalmo, ORL, mais également des spécialités techniques, médico-techniques, que ce soit les cardiologues, que ce soit les radiologues, et puis toutes les spécialités médicales qui, bien sûr, les pédiatres, mais de nombreuses spécialités, les gastro-entérologues, et même, par exemple, dans mon établissement, les rhumatologues. Sur ces astreintes et ces gardes, surtout des astreintes, se rajoutent au temps de travail. Et vous le savez bien, dans notre monde libéral, nous n'avons pas de possibilité de repos compensateur, c'est-à-dire que même avec une période d'astreinte qui nous occupait la nuit, et le lendemain matin, il faut reprendre ses activités. Souvent, pas de rémunération spécifique, on en a bien parlé là-dessus, et ça pose effectivement un gros problème. Enfin, pour l'accessibilité, la plupart des spécialistes sont très accessibles, facilités par des plages étendues de rendez-vous, une gestion entrepreneuriale des secrétariats. La plupart des spécialistes sont accessibles directement par les médecins généralistes, s'il le faut, par simple appel téléphonique, où ils peuvent voir très rapidement leurs patients. 89% des spécialistes proposent des consultations après 19 heures, ce qui
qui prend bien en compte l'amplitude de ces journées de travail. 54% également travaillent le samedi. On ne cachera pas qu'il existe quelques difficultés dans certaines spécialités qui ont été bien reprises dans la presse, en particulier les ophtalmos et les psychiatres. Il n'empêche que dans toutes les autres spécialités, cette accessibilité est aisée. Dans la nouvelle convention, consultant rapproché pour les psychiatres à la demande du médecin traitant avec rémunération spécifique qui a été précisée. Un petit focus rapide sur ma spécialité, qui est la rhumatologie. Nous faisons partie des spécialistes en déclin, c'est-à-dire que nous allons perdre 30% de nos effectifs d'ici 2025. C'est ce qui est programmé actuellement. Ce déclin démographique contraste avec l'augmentation de la demande du fait du vieillissement de la population, avec les problèmes ostéo-articulaires que cela implique, et puis l'augmentation des incidences des pathologies ostéo-articulaires, quel que soit l'âge de la population, ne serait-ce que ce problème des rachialgies, lombalgies, douleurs radiculaires. C'est une spécialité de proximité par excellence, parce que nous sommes soumis toujours à cette attente de la patientèle par rapport à la douleur. Et c'est vrai que tous les jours, nous recevons de multiples appels téléphoniques. Docteur, il faut me prendre très rapidement. Et puis, une spécialité, bien sûr, d'expertise, où là encore, nous avons la pression des généralistes qui nous demandent de voir très rapidement leurs patients. Diapositive, c'est une spécialité médico-technique, c'est-à-dire qu'en rhumatologie, plus de 50% des actes sont faits en CCM, donc un peu moins en consultation. Les infiltrations sont bien connues, mais également l'ostéopathie, la radiologie, l'échographie, l'EMG, et bientôt, nous l'espérons, l'IRM pour une prise en charge globale. Nous sommes une spécialité de proximité, ce qui veut dire que les patients se déplacent à nos cabinets, et l'idéal, c'est justement de proposer cette prise en charge globale pour qu'il n'ait à faire qu'un seul déplacement. Et que non seulement les techniques classiques peuvent être proposées, mais également au besoin l'imagerie. Le champ d'activité de notre spécialité est vaste, c'est toute la pathologie musculo-squelettique, mais sans oublier ce problème des inflammatoires, selon la polyarthrite et la spondylarthrite, où les traitements se sont dernièrement totalement modifiés avec les biothérapies. Alors les problèmes de la rhumatologie, bien sûr, ils sont, comme toutes les spécialités, nombreux, mais il est certain que la prise en charge actuellement des rhumatismes inflammatoires est devenue très complexe, encore une fois, avec ces biothérapies, et ce qui demande des consultations qui sont de plus en plus longues, chronophages, même pour les gens qui vont bien, parce qu'il y a tout un problématique quant à la surveillance de leur traitement. Et il est certain qu'il faut, là encore, accroître la coordination avec les médecins traitants. Et l'idéal serait de proposer une consultation de synthèse, si possible biannuelle, voire au moins annuelle. Il faut également, si on veut rester une spécialité de proximité, il faut favoriser l'investissement, en particulier dans l'imagerie, aussi bien dans la radio que l'échographie, pour conserver ce service et proposer cette prise en charge globale aux patients. Et enfin, pour revenir aux maisons des spécialistes, dans l'avenir, notre spécialité médico-technique va normalement avoir de moins en moins besoin de faire appel à l'hospitalisation traditionnelle. C'est-à-dire que la prise en charge doit devenir, nous l'espérons, ambulatoire, ce qui coûte moins cher à la santé publique. Et c'est pour ça que nous avons imaginé, nous aussi, des établissements de soins ambulatoires dédiés à la rhumatologie pour proposer par exemple, 1 ou 2 établissements par département pour proposer cette prise en charge globale là-dessus. Et puis,
avec des hospitalisations courtes, par exemple, pour des gestes techniques, et puis pour ce problème de prise en charge des biothérapies avec ces perfusions. Merci. Dernier petit point aussi essentiel que vous avez discuté, nous étions impliqués, nous avons essayé de nous impliquer pour permettre aux jeunes rhumatologues, c'est-à-dire aux internes, de venir dans les cabinets libéraux, mais apparemment on se heurte à un problème administratif. Nos enseignants disent que tout est bien verrouillé en ce qui concerne les généralistes, mais en ce qui concerne les spécialistes, apparemment, il manque des textes légaux qui favorisent ceci, alors qu'on a à la fois une demande des internes là-dessus, qui effectivement ne connaissent pas du tout le monde libéral, et à la fois une demande des enseignants qui nous ont écoutés et qui sont prêts à faire cet effort, mais là il manque sans doute quelque chose. C'est vrai, il faut demander, ça fait partie de nos demandes, de modifier les textes pour que l'on puisse avoir des stages dans le cabinet des médecins libéraux spécialistes, alors que les textes actuellement sont faits uniquement pour les médecins généralistes. Une remarque aussi pour l'accessibilité. Je crois qu'en 10 ans, il y a un bond spectaculaire grâce aux nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'on parle de plus en plus à nos patients via Internet, via des SMS, via peut-être la télémédecine pour certaines spécialités cliniques comme la nôtre. Et je pense que ça, c'est pas non plus très lisible. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est pas rémunéré, mais c'est une part importante de notre emploi du temps qui fait que notre accessibilité, finalement, c'est presque 24 heures sur 24.